Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial 5 septembre. Eh bien, amis téléspectateurs, deux des axes forts et phares de la transition auront été l'organisation du procès des événements du 28 septembre, mais aussi la récupération des biens spoliés de l'État. Deux axes forts justement qui ont placé la Guinée sur orbite. Et vous retiendrez que le procès des événements du 28 septembre est intervenu au terme de 13 ans d'errement judiciaire, 13 ans de tribulation, 13 ans d'hésitation, 13 ans de tractation avec les partenaires, mais aussi 13 ans de souffrance justement des victimes, avant que le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, ne mette son dévolu sur la justice comme boussole de la transition. Eh bien, aujourd'hui, le procès est une réalité et elle a placé la Guinée sur orbite avec à la clé la mondialisation du droit en Guinée et de l'état de droit. Eh bien, l'autre axe fort justement de la transition aura été la récupération des biens spoliés de l'État. Un axe fort sur lequel justement le CNRD a marqué justement du point parce que tout simplement cette réalité participe aujourd'hui à la restauration de l'autorité de l'État. Et justement pour camper ces deux sujets d'importance capitale, eh bien nous recevons ici deux principaux ministres justement de la République. À ma droite, M. Yaya Kairaba Kaba est ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Il est garde de Sceaux. Monsieur le ministre, bienvenue dans ce plateau spécial. Bonjour. Avec lui, M. Mori Kondé, il est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, en même temps chargé de la récupération des biens spoliés de l'État. Mesdames, Messieurs le ministre, bienvenue dans ce spécial. Oui. Eh bien, pour m'accompagner dans ce spécial, M. Mamadou Mateba de Nostalgie, Caleb Collier, justement de Familia, et M. Hamzaba. Mesdames et messieurs, trois journalistes de taille, deux ministres de la place, un invité, une émission spéciale. Eh bien, c'est parti. Alors, je vais commencer par vous, monsieur le ministre de la Justice. Le président Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, quand il a pris sa responsabilité le 5 septembre, il avait placé justement son dévolu sur la justice comme étant la boussole qui devait désormais orienter, n'est-ce pas, tous les citoyens. Aujourd'hui, 2 ans après le procès des événements du 28 septembre a eu lieu, alors qu'en est-il aujourd'hui de cette réalité? Quelle est votre lecture justement de cet axe fort de la transition? Bien. Bonjour tout le monde. Monsieur Djibril, vous me permettrez tout d'abord de saisir l'opportunité que m'offre ce plateau pour souhaiter un joyeux anniversaire au CNRD avec à sa tête le président de la République, le chef suprême des armées, le président Mamadi Doumbouya. Pour revenir à votre question, monsieur Djibril, retenez que la tenue du procès du 28 septembre est une réussite. C'est la concrétisation, je dirais, la matérialisation de la volonté politique du CNRD à travers le président de la République qui, à l'aube du 5 septembre déjà, dans sa toute première adresse à son peuple, a qualifié la justice de boussole qui désormais va présider à l'orientation du destin du peuple de Guinée. C'est en application, en exécution de cette volonté politique que véritablement la tenue du célèbre procès du 28 septembre a pu être organisée, a eu lieu et a abouti au résultat que tout le monde connaît. Ceci étant dit, c'est également cette volonté-là, exprimée à travers ce procès, qu'il est désormais mis fin à l'impunité dans notre pays. La justice guinéenne, aujourd'hui, ne peut pas être comparée à cette justice qu'on a connue dans un passé récent. Voilà une justice qui véritablement a retrouvé son indépendance, toute son indépendance, parce qu'il n'y a jamais, depuis le 5 septembre jusqu'à ce jour, n'a jamais eu lieu l'implication, l'influence sous n'importe quelle forme de l'exécutif dans le judiciaire. Donc on reviendra sur ces axes forts que vous venez d'évoquer. Vous savez que l'organisation de
ce procès participe à la restauration de l'autorité de l'État. Et d'ailleurs, un des axes forts justement de cette restauration de l'autorité de l'État reste la récupération des biens spoliés de l'État. Une mission justement très forte assignée au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous avons le ministre Mody Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes justement qui jonchent le parcours au niveau de votre département. Il y a aussi ces problèmes domaniaux. Il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, les difficultés que les populations ont d'avoir accès à des logements décents. Toutes ces questions de préoccupation, n'est-ce pas, participent aujourd'hui à la préoccupation de votre gouvernement dans le cadre de la refondation de l'État. Alors, concrètement, qu'en est-il au niveau de votre département? Merci beaucoup, monsieur Abdelghibri. Merci à tous les collègues journalistes qui nous accompagnent dans ce plateau. Et merci également au peuple de Guinée qui continue à faire confiance à la gouvernance du CNRD depuis le 5 septembre 2021. Et c'est le lieu de rendre un hommage aux soldats tombés à tous les niveaux en ce jour assez mémorable, que leur âme repose en paix et que Allah l'a accueilli dans son paradis éternel à tous les niveaux. Mais également, courage davantage à nos forces de défense et de sécurité pour la libération du peuple de Guinée le 5 septembre 2021. Ceci dit, et comme vous le savez, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, dans sa mission sous leur CNRD, c'est attelé à la récupération des domaines spoliés de l'État. Mais pour rappel, vous comprendrez qu'aujourd'hui, de Conakry à Yomou, de Koundara à Lola, et toutes les juridictions placées sous l'autorité de M. le ministre de la Justice qui est avec moi sur ce plateau, les 80 à 90% des dossiers pendant devant ces juridictions sont liés au conflit foncier ou au conflit domaniaux. Et pour remédier également effectivement à cela, c'est ce qui a amené le chef de l'État à insuffler une nouvelle dynamique dans ce département et à donner une feuille de route claire. Cette feuille de route d'abord, c'est la réforme institutionnelle. Et vous comprendrez que les textes de loi les plus récents dans le secteur de l'habitat à Guinée datent de 1992, donc datent de 32 ans à peu près. Et les textes de loi sont faits pour une durée bien déterminée. À un moment donné, ça doit s'adapter à la réalité. Il y a une adaptation de ces textes de loi. Le code foncier de manière qui gouverne l'ensemble des questions foncières, qui permettra de fournir aux citoyens un habitat décent, qui permettra également de régler la question de la gouvernance foncière et assez de tout. C'est ce qui nous a amené, dès les premières heures, quand le chef d'État a renouvelé sa confiance, dans les fonctions de ministre de l'Urbanisme et les collègues constructeurs chef de cabinet, nous sommes attelés à ces réformes institutionnelles. En élaborant une politique nationale foncière nationale, parce que nous avons au sein du code foncier domanial, nous avons la charte de gérer la gestion de tout ce qui est foncier en République de Guinée. Donc cette politique nationale foncière a 4 composantes. Vous avez la composante politique foncière agricole qui est spécifique au secteur de l'agriculture, la politique foncière urbaine qui est spécifique au secteur de l'urbanisme qui fait partie de nos missions, la politique foncière minière qui est spécifique au ministère des Mines et la politique foncière industrielle que nous allons appuyer également au niveau du ministère du Commerce. Pourquoi nous avons fait ce travail de maillage? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence entre les terres agricoles, donc les terres qui sont destinées à faire l'agriculture, et les zones urbaines devant être réservées pour les habitations. Conséquence, les citoyens se lèvent, ils vont faire des lotissements des domaines agricoles, on vient construire dans ces domaines, 2 ans, 3 ans, les petits-enfants, les enfants de ces personnes-là n'ayant pas été associés à la cession de leur domaine agricole viennent pour cultiver, ça crée des conflits. Aujourd'hui, toutes les juridictions sont pleines de ces dossiers. L'autre élément, c'est... Pourquoi sur cette question, monsieur le ministre, c'est parce qu'on a constaté que l'État, justement, est en retard par rapport aux populations. C'est-à-dire que l'État vient trouver les populations, n'est-ce pas, installées pour essayer d'accompagner ce qui est déjà basé sur de la déchéance. Effectivement, c'est justement pour pallier à cela que nous avons décidé d'élaborer une politique nationale foncière qui, avec ses 4 sous-composantes, permettra désormais de régler cette question. La politique nationale urbaine permettra de définir les terres urbaines, de différencier les terres urbaines et des domaines agricoles. Elle permettra également de définir les terres destinées à l'installation des citoyens et les zones minières. Elle permettra également de faire un parallèle entre les zones industrielles et là où les habitants sont censés être installés. Mais à côté de cela, vous avez un schéma national
d'aménagement du territoire qui date de 1991, qui n'a pas connu d'évolution. Donc, il faut élaborer le schéma national d'aménagement du territoire. C'est ce qui permet de dire au ministère des Travaux publics, voici là où les routes nationales doivent passer, de dire au ministère des Postes et Télécommunications, voici comment le réseau des Postes et Télécommunications doit être installé, doit être guidé sur le territoire national. C'est ce qui doit permettre également à la Société des eaux de Guinée, la SEM, de pouvoir préparer ses canalisations, qui doit permettre également à l'EDG l'implantation des poteaux. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'un des problèmes que nous avons au sein du gouvernement, au niveau du ministère de l'économie et des finances. Lorsque vous regardez les coûts de nos projets de construction des voiries et des routes nationales, vous comprendrez que nous sommes parfois à plus de 90% du montant équivalent au projet qu'on doit utiliser pour la réparation des réseaux de EDG et de la SEG. Le dernier cas, c'est la route qui quitte l'autoroute de Andalay à Sonfonia, dont les études ont été bouclées, et l'autoroute de Sonfonia à Samatran. Lorsque vous prenez le coût de ces deux projets, vous remarquerez que ce que l'État doit débourser encore pour la réparation du réseau de la fibre optique, donc avec les postes de télécommunications, le réseau de la SEC et le réseau de l'EDG, c'est à peu près les 80% du coût du projet. Donc, cela vient au fait que l'État guinéen ne dispose pas d'un schéma national d'aménagement du territoire qui prend en compte tous ces éléments. Donc, en termes de réforme, le chef de l'État nous a instruit d'élaborer un nouveau schéma national d'aménagement du territoire qui permettra de régler ces questions. Par rapport à la question liée à l'habitat des citoyens, aujourd'hui, comme vous le savez, dans tout Conakry, même à l'intérieur du pays, nous assistons à une forte spéculation sur les terres. Parce qu'il y a un vide juridique. Lorsque je prends le métier que certains appellent communément des marcheurs, dans les autres pays, il y a une réglementation à la matière. C'est ce qui nous a poussé récemment à élaborer un avant-projet de loi sur la professionnalisation du métier d'agent immobilier qui fera que désormais, une transaction immobilière ne peut plus se faire en dehors des services de l'habitat. Et l'autre chose, nous sommes en train de déconnecter totalement les techniciens de l'habitat, les ingénieurs de géomètres que l'habitat dispose, les chefs section, domaine des cadastres au niveau des services de l'habitat, des services administratifs. Cela nous a amené à la création récemment des guichets uniques du foncier, où les citoyens viendront à un seul endroit, faire toutes les démarches administratives sans être en contact avec un agent de service technique. Et une fois le dossier déposé, il reviendra à ce service désormais de faire l'interaction à l'interne pour pouvoir s'octroyer l'ensemble des documents, que ce soit les plans de masse, les titres fonciers ou d'autres documents de propriété. Je sais, monsieur le ministre, que vous avez beaucoup d'attributions à cet effet. Il y a aussi fondamentalement que nous avons le ministre de la Justice. Monsieur le ministre, le 4 juillet, en Conseil des ministres, quand le président Mamadi Doumbouya instruisait à son ministre d'organiser le procès des événements du 28 septembre, les Guinéens n'en croyaient pas. Aujourd'hui, au terme justement de 2 ans, je l'ai dit, ce procès a vu jour et, n'est-ce pas, il a eu, n'est-ce pas, des coûts institutionnels, des coûts financiers, tout ce que cela comporte. Qu'est-ce qui a présidé, qu'est-ce qui justement a permis justement ce résultat que la presse internationale qualifie aujourd'hui de procès du siècle? Bien, merci M. Djibril. Et il faudrait savoir que ce procès a eu lieu après 13 ans d'hésitation, 13 ans de supputation, 13 ans d'atermoiement, pour la simple raison que pendant ce laps de temps, la volonté politique n'y était pas. Il a fallu l'aube du 5 septembre pour que cette volonté politique, encore une fois, soit affirmée et soit marquée. La mise en pratique de cette volonté politique a permis la tenue de ce procès. Ce procès s'est tenu essentiellement sur le budget national. Le BND. Le BND, sur le budget national de développement. Les partenaires techniques et financiers ont promis l'accompagnement à la Guinée, ont encouragé la Guinée. Mais en termes concrets d'accompagnement, le ministère de la Justice a bénéficié de la formation. Il faut dire que les partenaires ont été très timides dans l'accompagnement parce que l'ambassade d'Autriche a donné 100 millions de francs guinéens avec tout ce que cela comporte. Oui, on va aller par étapes. Oui. J'en venais. Nous avons bénéficié d'un accompagnement en termes de formation des magistrats, des greffiers, etc. Mais en termes d'accompagnement financier, les partenaires n'ont pas hâté le pas.
il y a eu une contribution, si je peux l'appeler ainsi, de la part du consulat de l'Autriche, comme vous venez de l'indiquer, à hauteur de 100 millions. En dehors de cette contribution financière, le poids financier de la tenue de ce procès a essentiellement été supporté par le budget national. C'est-à-dire que l'État a assumé la souveraineté financière, n'est-ce pas, de ce procès. L'État a assumé la souveraineté financière de ce procès, je vous le concède parfaitement. D'accord. Il y a d'autres pans aussi de préoccupation aujourd'hui. Vous avez des dossiers qui sont pendants. Le Premier ministre a été interpellé tout à l'heure par rapport à des détentions préventives très longues, parfois. Et c'est le cas de certains, n'est-ce pas, anciens ministres qui aujourd'hui sont en conflit avec la justice. Monsieur le ministre, qu'en est-il concrètement? En termes de détention, moi je ne dirais pas préventive, je dis de détention provisoire, puisque c'est le terme employé par le Code de procédure pénale. Allez-y. Il n'y a pas que les personnes que vous citez. Il y a des longues détentions provisoires contre laquelle le ministère de la Justice a déjà marqué son engagement pour y mettre fin. Il vous souviendra tout récemment que je suis passé à la maison centrale parce que j'avais instruit aux deux procureurs généraux des cours d'appel de la Guinée d'organiser des audiences de référé à l'effet d'examiner et de mettre fin à ces longues détentions de ceux de nos compatriotes qui sont en conflit avec la loi. Des audiences de référé ont été organisées. Effectivement, les longues détentions ont été reconnues et le juge a pris une décision pour y mettre fin. En exécution de cette décision, je suis passé à la maison centrale et j'y ai procédé. J'ai précisé que je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. Cet exemple qui a été donné à la maison centrale de Conakry doit continuer, doit faire tache d'huile sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que vous aurez un regard sur ce qui se passe à la CRIEF également. Sur la CRIEF et sur toutes les juridictions de mon pays. Bien. Par rapport à ceux de nos concitoyens dont vous parlez, qui sont en conflit avec la loi, les procédures sont en cours et la justice, comme vous le savez, se hâte lentement. Bien. Alors, Monsieur Matemba. Oui, Monsieur le ministre de la Justice, je préfère rester avec vous sur la question du procès des massacres du 28 septembre. Bien. Lors des plaidoiries, il y a des partis civils qui ont émis le souhait de voir le stade du 28 septembre où ont été commis ces crimes odieux, voir ce stade-là être rebaptisé comme étant sous le nom plutôt du stade des martyrs. Un mois après le verdict, est-ce que le ministère songe aujourd'hui sur cette question, cette doléance finalement des partis civils? Est-ce que la question est d'actualité? La rebaptisation de ce stade comme stade des martyrs. Stade des martyrs. Moi, je ne crois pas que cela soit nécessaire, parce que la date du 28 septembre est une date symbole dans ce pays. L'Almami Samori Touré a été arrêté le 29 septembre. L'indépendance guinéenne a été proclamée le 28 septembre. Cette date est un repère pour le peuple de Guinée. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un événement odieux dans ce stade historique que nous allons procéder à la rebaptisation de ce stade en lien avec cet événement. Et je pense que cette date symbolique dans notre pays doit y rester. C'est bon. Alors, Monsieur Caleb, est-ce que vous avez une question pour le ministre? Oui, Monsieur le ministre, par rapport à ce procès qu'on qualifie de procès des siècles, est-ce que vous avez une idée un peu de la prise du pouvoir lorsque le président avait dit que la justice sera la boussole et que tout de suite vous-même vous avez réitéré que l'exécutif n'interfère pas dans les décisions de justice dans notre pays. Mais quand on prend les travaux de la CRIEF, ça contraste un peu avec cela. Parce que tout dernièrement, nous avons constaté que des dignitaires nouveaux ont été acquittés après une brève enquête sur des possessions un peu douteuses
des richesses à leur niveau. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu deux poids, deux mesures par rapport à la justice? Non, ça c'est une interprétation. Je fais mon interprétation et je vous pose la question. Vous-même, vous aviez précisé après des enquêtes. Bref. Ce n'est pas seulement après des enquêtes, c'est par décision de justice. Oui. C'est vous dire que tous les éléments, tous les paramètres recueillis au niveau des enquêtes ont été soumis au juge, appréciés par lui, et souverainement, le juge a pris une décision. Bien. Non, non, je ne suis pas satisfait. Par rapport à tout cela, je vois que les anciens dignitaires, par exemple, qui sont retenus par la CRIEF, ont leur dossier qui traîne. Est-ce que, c'est là ma question, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Il n'y a pas deux poids, deux mesures, dans la mesure où l'examen de leur procédure est en cours. Et vous avez compris, quand on dit que ces dossiers traînent le pas, il y a eu des obstacles. Il y a eu d'abord la grève des avocats. Sans les avocats, ces dossiers ne peuvent pas du tout être examinés. Et c'est l'une des raisons principales. Il y a également que parmi eux, certains, par ego, n'ont pas accepté ou ne veulent pas comparaître devant leur justice, devant la justice de leur pays. Ça également constitue un élément de retard dans l'examen. Pour terminer, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Le droit guinéen s'applique erga omnes, à l'égard de tous. La reprise des audiences après les vacances judiciaires, c'est pour bientôt. Le programme est déjà établi et cela m'a été communiqué. Ce qui va nous retarder, qui constitue aussi un autre obstacle pour le démarrage effectif de ces audiences, c'est que les avocats ont 2 mois de congé, alors que les magistrats n'ont qu'un mois. Déjà chez nous, les vacances judiciaires sont terminées, mais les vacances judiciaires continuent chez les avocats. Bien, monsieur Hamza. Oui, monsieur le ministre, je vais vous poser peut-être 2 questions rapidement. La première concerne justement le procès du 28 septembre. C'est vrai que le verdict a été rendu, les victimes peut-être satisfaits, mais qu'en est-il du processus de dédommagement des victimes du 28 septembre? C'est ma première question. Ma deuxième question, monsieur le ministre, aujourd'hui, vous êtes aussi le ministre des Droits de l'Homme. Les conditions de détention des personnes inquiètes, d'autres citoyens qui sont en liberté. Aujourd'hui, la maison centrale de Conakry, qui était construite avant pour 300 ou 500 personnes, on retrouve plus de 1000 détenus là-bas. Et on se pose beaucoup de questions, comment ils y vivent. Mais récemment, on vous a vu peut-être procéder à une remise technique d'une prison à Koya. Par rapport à tout ce processus, quel est le travail que vous menez concrètement pour permettre à un détenu de vivre dans sa détention en toute liberté et dans le respect des droits humains? Très bien. Pour aller dans l'ordre de vos questions, vous avez commencé d'abord par le problème de réparation des victimes des événements douloureux du 28 septembre. Effectivement, vous avez constaté et relevé dans la décision rendue en instance que la réparation des torts causés aux victimes, des préjudices subis par les victimes, figure en très bonne place dans la décision. Il y a une évaluation des préjudices subis et conséquemment, il y a des montants affectés au cas par cas à ces différents préjudices subis. Le problème maintenant, je l'ai dit à l'entame, le procès dans son volet financier a été supporté uniquement par le budget national du développement. Une décision de justice ne vaut que par son exécution. Une victime qui a subi des préjudices dans un procès ne cherche que la réparation du préjudice qu'elle a subi et la reconnaissance de ses droits. Les montants sont faramineux, ils sont exorbitants, ils sont au-dessus des prévisions du budget national du développement. Du coup, avec l'appréciation que cette décision a occasionné, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, nous fondons l'espoir sur le retour rapide et massif de nos partenaires
qui nous accompagnent, qui ont toujours accepté de nous accompagner afin de nous faire franchir ce cap. Bien. Alors, par rapport au second volet de sa question, ce n'est pas terminé. Quant aux conditions de détention de ceux de nos concitoyens qui sont en conflit avec la loi. Vous l'avez rappelé, la maison centrale de Conakry a été construite en 1932 pour une population carcérale n'excédant pas 300 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000. Tout simplement parce que l'infrastructure n'a jamais connu d'évolution. C'est maintenant, avec l'arrivée du CNRD, que vous voyez de nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures à l'intérieur de la maison centrale de Conakry que nous allons très bientôt recevoir officiellement. Vous avez vu la semaine dernière que nous avons reçu la maison centrale, la prison de Koya, un véritable bijou, au point que l'un de mes aînés tout à l'heure, jetait son nom, me soufflait à l'oreille que vraiment c'est une prison dorée. C'est une prison européenne. Dorée. Bon, pour faire rire un peu. Que personne ne souhaite se retrouver là-bas. C'est vous dire qu'avec le CNRD, la volonté marquée du chef de l'État, le traitement qui doit être réservé à ceux de nos concitoyens en conflit avec la loi, c'est un traitement digne, un traitement à visage humain. C'est dans ce sens que la justice évolue. Je vous en prie, laissez-moi un peu marquer ce passage, parce qu'il y a une véritable évolution dans le traitement de nos concitoyens qui ont perdu leur liberté. Leur déjeuner, leur petit déjeuner, l'hygiène des lieux de détention, la santé de la population carcérale. Aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, vous êtes des journalistes d'investigation. Ces éléments ont évolué très positivement et continueront à évoluer très positivement. Nous avons l'œil dessus, nous y veillons comme sur la prunelle de nos yeux. D'accord. Quelqu'un me disait que si les maisons d'arrêt sont plus luxueuses que les maisons d'habitation domestique, ça pose aussi problème. Dans tous les cas, monsieur le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, il y a que vous aviez engagé une véritable opération coup de poing, n'est-ce pas, de la récupération des biens spoliés de l'État. Aujourd'hui, qu'en est-il concrètement? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une sorte de ralenti. Où est passée justement cette opération? Oui, en fait, il n'y a pas de ralenti, M. Guibril. Le travail qui se fait, nous le faisons avec la justice. Autant nous avons la volonté de récupérer les domaines spoliés de l'État, autant nous faisons de telle sorte que les citoyens concernés puissent bénéficier d'un traitement juste et équitable dans le strict respect des textes de loi. Nous ne voulons pas créer de précédent. Que des personnes aujourd'hui se voient déposséder de supposer leurs biens qui appartiennent à l'État sans mettre la forme, et que demain, ces mêmes personnes puissent rester en justice et récupérer ces mêmes biens. C'est ce qui fera que l'État va perdre son autorité. C'est pourquoi nous avons mis en place donc vous voulez cibler un peu un cadre légal qui nous permet, en toute légalité, même le citoyen qui est dépossédé, que lui-même reconnaisse que oui, tel domaine ne m'appartenait pas, ça appartient à l'État. Je vous donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, vous avez plusieurs citoyens, parfois par médias, qui clament la propriété de certains fonciers. Lorsque un ministre de l'urbanisme ou un décret d'affectation est donné à quelqu'un, il y a toujours un délai qui accompagne. On dit par exemple tel terrain est accordé à tel individu pour un bail de 60 ans, pour un bail de 99 ans. Après on dira toujours que la personne a 3 ans pour faire la mise en valeur. Et l'objet du bail, on dit que c'est destiné à la construction par exemple d'un immeuble R+4 qui doit servir d'école. Lorsque sur ces trois questions, il y a un changement, l'acte devient nul. Quelqu'un, par exemple, qui a bénéficié d'un bail sur un terrain de l'État pour bâtir une école, qui vient bâtir un immeuble pour en faire des appartements en location, l'objet du bail n'étant plus respecté, il viole les principes. Automatiquement, ça tombe dans le portefeuille de l'État. Ou quelqu'un qui vient ériger des immeubles sur un DPM. Les DPM sont imprescriptibles, c'est le domaine de l'État. Lorsque vous bâtissez quelque chose que vous allez bâtir là-dessus, il retombe dans le portefeuille de l'État. Ce qui fait qu'à date, il y a au moins plus de 800 et quelques mille mètres carrés en termes de fonciers qui ont été récupérés dans les mains de certaines sociétés, de certaines entreprises et des particuliers et reversés dans le portefeuille de l'État et qui est en train d'être redistribué à certains services de l'État afin de bâtir
soit des sièges, des cités, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut surtout reconnaître, c'est que le secteur de l'habitat est resté pendant près de 20 ans le parent pauvre de l'administration publique. Ouais. Et malheureusement, les cadres qui sont passés n'ont pas aidé l'État à assurer une bonne gouvernance foncière. Conséquence aujourd'hui, chaque fois que vous voulez assainir quelque part, au lieu que ce soit des citoyens, c'est presque des anciens cadres de l'administration publique, du ministère de l'Habitat que vous trouvez devant vous. Le dernier cas, c'était avec mon homologue du ministère de l'Énergie, une réserve foncière de 120 hectares qui a été allouée à la SEG depuis 1954, donc avant les indépendances, a été attribuée pour la production de l'eau potable pour Conakry. Donc avant même la proclamation de notre indépendance, et quand le premier gouvernement est venu, ils ont pris des actes dans ce sens. Aujourd'hui, vous partez sur ces sites, il y a moins de 40 hectares qui existent. Mais quand vous faites le tour des habitations qui ont été bâties là-dessus, vous remarquerez que c'est les anciens ministres de l'Habitat, les anciens secrétaires généraux, les anciens directeurs. Aujourd'hui, vous avez aussi également d'autres quartiers, où tout un quartier, c'est la propriété de l'État. Est-ce qu'il faut aller aujourd'hui casser tout un quartier, quelque part socialement? Ça sera en déphasage avec ce qui nous a été dit par le chef de l'État. Donc nous essayons également de mettre en place une législation qui permette à ces personnes d'être régularisées, à l'État de pouvoir bénéficier de quelque chose et sortir ces réserves de portefeuille de l'État pour ne pas qu'il y ait de 2 poids 2 mesures. Est-ce à dire, Monsieur le ministre, qu'il y a eu donc précipitation, n'est-ce pas, dans les premières opérations de récupération? Il n'y a pas eu de précipitation, mais je dirais que, comme vous savez, pour tout un début, quand on vient après ceux qui ont démarré, on a beaucoup plus une vision éclairée que ceux-là qui ont démarré. Ceux qui ont démarré le travail, ils ont fait à la limite de ce qu'ils pouvaient faire. Nous, on vient pour revoir ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été très bien fait, capitaliser cela pour éviter les mêmes erreurs qui ont été commises au début, pour permettre à l'État vraiment d'asseoir son autorité. Parce que tout ce que nous cherchons, que ce soit la gouvernance du CNRD aujourd'hui ou la gouvernance de demain, que l'État puisse restaurer son autorité sur tout ce qui est gouvernance publique et que les citoyens aussi puissent être rassurés que les services publics qu'ils bénéficient vis-à-vis de l'État, ces services-là sont bien fournis et que ça respecte un certain nombre de règlements, mais également des personnes qui investissent sur le foncier en Guinée, qu'ils soient rassurés que leur investissement qu'ils font, demain, ils ne seront pas contraints de les abandonner ou ils ne seront pas expropriés de leur investissement. La question alimente la chronique quant à la gestion justement de l'habitat à Kaloum, parce que certains estiment à un moment donné que l'État veut, n'est-ce pas, délocaliser certains sites vers l'intérieur. Il y a une question qui urge là-dessus, mais d'ici là, je vois que Hamza voudrait relancer. On reviendra sur la question. Oui, allez. Justement, je voulais poser l'autre question à Monsieur le ministre. Je précise qu'actuellement, il assure l'intérim du ministère des Travaux publics, le ministre en déplacement. Et récemment, devant les conseillers, vous avez déclaré que depuis l'arrivée du CNRD, ils ont pu faire 800 km de route pendant que d'autres cadres disent que le CNRD a fait 2000 km de route. Il faudra apporter des détails ou des précisions. Mais de l'autre côté, Monsieur le ministre, c'est le problème majeur du citoyen guinéen, le problème de location, le problème de maison. Aujourd'hui, qu'en est-il de la politique de logements sociaux du CNRD? Parce qu'on voit des chantiers avec d'autres entreprises locales qui sont en train de travailler là-dessus. Au niveau de votre département, on est à quel niveau de cette politique? Et parlez-nous concrètement de domaines récupérés en donnant un exemple concret. Ici, telle maison, on a récupéré, aujourd'hui c'est dans le domaine de l'État. Vous avez parlé que c'est récupéré, mais sans donner des précisions, Monsieur le ministre. Ok, merci beaucoup. D'abord sur la question de route, ce n'est pas 800. Je disais que nous, depuis l'arrivée du CNRD, nous sommes à plus de 1800 km de route bitumée. Et d'ici la fin de l'année, on sera à plus de 2000 livrés. Ces 2000 là, vous avez aujourd'hui le chantier de la route Kankan et Mandiara qui est à plus de 90%. Vous avez le chantier de la route de l'autoroute Kagbele-Kouria, l'autoroute Sonfonia du Breka également, mais plusieurs autres routes dont les livraisons pourront être effectuées d'ici la fin de l'année pour compléter
à 2000 km de route. Sur la question, vous allez me permettre juste parce que je rentre de l'Abbé, la route Mamou-Labé, monsieur le ministre, est un véritable parcours de combattant. Oui, en fait, monsieur Gibril, ce que vous devez comprendre, nous sommes un pays où il n'y a pas eu d'investissement sérieux sur les infrastructures routières. Le 5 septembre 2021, au petit matin de ce jour, le général Mamadi Doumbouya, à l'époque colonel, avec ses hommes, ont mis 7 heures pour quitter le camp de Kalako pour rallier la presqu'île de Kaloum, soit à peu près 112 km, parce que de la ville de Forêt-Carrière à Conakry, c'est 100 km, donc disons à peu près 110 km. Ils ont fait 7 heures de temps pour pouvoir arriver. 2 semaines avant, moi j'ai passé plus de 8 heures entre Conakry et Kindia. C'est-à-dire presque de Koya, je peux dire même de Kouria à Conakry, c'était plus de 5 heures de temps. Donc, pourquoi je reviens sur ça? Dans le secteur routier, les 20 dernières années, il n'y a pas eu d'investissement sérieux. C'est vrai, il y a eu des ouvrages de franchissement qui ont été réalisés par-ci, par-là, en termes de ponts, ainsi de suite. Mais l'investissement dans la durabilité n'était pas le cas. Je prends juste un exemple. On nous a chanté ici l'autoroute Koya-Daboula. Ça a été dit au peuple de Guinée que c'était une autoroute 2x2. C'est à l'arrivée du CNRD qu'on a poussé le projet, mais on avait trouvé que les clauses contractuelles ne permettaient pas de revenir sur la structure de la chaussée. Vous savez, en Guinée, toutes les routes qui ont été préalablement établies, les structures, c'était les structures souples, c'est-à-dire du goudron sur du latérite. Vous le mettez sur 1 an, 2 ans, avec le poids des camions, tout de suite, et on n'a plus de goudron. Le CNRD est venu, on a commencé d'abord par faire les grands bitumes concassés. Aujourd'hui, vous prenez toutes les routes qui sont en train d'être faites. Vous prenez n'importe quel expert dans n'importe quel pays pour aller constater la qualité du bitume qui est fait, vous remarquerez que c'est fait pour la durabilité. Maintenant, 1 km de goudron, le minimum c'est entre 1 million et 1 500 000 dollars. Lorsque nous sommes arrivés, on a fait des travaux de réparation sur la route Mamou-Farana et Mamou-Labé. On avait estimé que des travaux de réparation pouvaient apporter une correction. Mais nous nous sommes rendus compte que le goudron qui était là initialement avait été mis sur du latérite. Donc ça ne pouvait pas tenir. C'est d'ailleurs ce qui a amené mon collègue Abdoulaye Mahamadou Diallo, dès sa prise de fonction, à faire une mission sur ces 2 routes. Et à son retour, il a présenté un conseil de ministres qui a été approuvé par M. le Premier ministre, chef de gouvernement, puis un conseil de ministres par le chef de l'État, de lancer les travaux de cette route. À date, je peux vous dire que les entreprises sont mobilisées, ils sont en train de faire les premiers travaux en attendant les grandes pluies pour commencer vraiment à être assez opérationnels afin de pouvoir faire les travaux de bitumage de la route Mamou-Labé, mais également Labé-Mali jusqu'au niveau de la frontière. Mais l'autre chose aujourd'hui, au niveau du secteur des travaux publics, vous avez quand même une grande révolution qui a été opérée à travers la création de l'AGEROUTE, l'Agence guinéenne de gestion des routes. Si avant, il y avait des problèmes au niveau des chaussées, il fallait attendre 2 à 3 mois pour l'intervention, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine proactivité en termes d'intervention sur le terrain. Dès qu'il y a un problème, les heures qui suivent, l'équipe de l'AGEROUTE dirigée par M. Belleté et ses collègues, ils se déplacent sur le terrain tout de suite pour donner une réponse. Même si la route n'est pas bitumée, mais il y a quand même un effort qu'il faut reconnaître aujourd'hui qui n'était pas fait avant. Il y a une proactivité. Mais l'autre chose, prenez aujourd'hui Conakry quand même. Avant l'arrivée du CNRD, on était à combien de kilomètres de route bitumée? C'était l'autoroute Fidel Castro et l'autoroute Le Prince. Mais aujourd'hui, un citoyen a la possibilité de quitter des kilomètres 36 ou de Kagbélé jusqu'à Kipé sans rallier ni l'autoroute Le Prince ni l'autoroute Fidel Castro. Mais également dans des quartiers de Conakry. Beaucoup de programmes de bitumage et de désenclavement des quartiers précaires ont été opérés. Je pense que ça ressemble un peu à celui-là qui sort sous la pluie, qui est en larmes. C'est difficile de comprendre qu'on est en larmes lorsqu'on est sous une pluie, parce que ce qui vient du ciel est beaucoup plus que les larmes qui sortent. Notre projet routier aujourd'hui ressemble à cela. Maintenant, sur la question de l'entretien routier, comme nous avons défendu la semaine dernière avec mes collègues du ministère des Infrastructures au Conseil national de la transition, vous remarquerez que les seules ressources que nous avons en Guinée pour l'entretien routier, c'est les centimes que nous percevons sur le carburant pour donner au fonds d'entretien routier afin de pouvoir faire l'entretien routier. Mais nous nous sommes rendus compte que le peuple autant devient beaucoup plus exigeant, les conditions environnementales et climatiques aussi fait que nous ne pouvons plus nous permettre de faire les routes comme c'était fait avant, des circuits souples
qui ne peuvent tenir que sur 1 an, 2 ans. Donc, on était obligé de nous orienter vers la création de nouvelles taxes qui peuvent permettre de renflouer les caisses du fonds d'entretien routier afin d'accroître les investissements sur le réseau routier national. Mais vous avez remarqué il y a 2 semaines, il y a 2 mois, le chef de l'État dans sa communication sur la vision Simandou 2040, il y a 2 corridors que nous allons construire. Aujourd'hui, au niveau des infrastructures, les études sont très avancées. Le corridor nord qui quittera du Breka, Boké, Gawal, Kundara, qui ira jusqu'à Sigiri, et le corridor sud qui quittera de Forekaria jusqu'à Beila, Kerouani pour rallier l'autoroute. Ces 2 autoroutes-là seront réalisées dans le cadre du programme Simandou Vision 2040. Mais également, toujours sur ce corridor, au niveau du ministère de l'Habitat, nous sommes en train aujourd'hui de faire des réserves foncières dans le cadre de la création de nouvelles villes afin d'éviter ce que nous connaissons aujourd'hui à Koya et à Dubreka, et cette insécurité foncière que subissent les citoyens d'une part, mais également l'insécurité foncière que subissent les collectivités et l'État dans le cadre de la réalisation des infrastructures communautaires, des écoles, des postes de santé, des centres de santé. Aujourd'hui, on est obligé de racheter des écoles dans certains quartiers de Conakry pour pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école parce que l'État n'a pas de réserve foncière. On est obligé de racheter des terrains pour bâtir les centres de santé et les postes de santé. Donc, sur la question de l'infrastructure, ce qui est fait est assez élevé. Pour seulement la ville de Conakry, en 2021-2022, il y a 214 km de goudron qui ont été financés sur le BND et exécutés seulement dans la ville de Conakry. 214 km en 2021, fin 2021-2022. D'accord. Mais vous prenez sur le territoire national, nous sommes aujourd'hui à près de 1800 et quelques kilomètres déjà livrés. Quand je dis livrés, c'est des projets qui sont réalisés et ça a été livré. Les 2000 d'ici la fin de l'année, nous allons atteindre plus de 2000 à 2100 km. D'accord. Par rapport à votre projet, justement, oui, allez-y. La question sur les logements sociaux. Sur la question des logements sociaux, normalement, aujourd'hui, on avait prévu de livrer à peu près 726 logements sociaux au niveau de Symphonia et au niveau de Ketaya. Aujourd'hui, on avait prévu même de faire la livraison de ces logements sociaux. C'est vous dire qu'il y a un investissement important. Mais l'autre nouveauté, c'est que ce n'est plus à Conakry. Dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux, nous avons également engagé la construction au niveau des Érékoré, au niveau de Kankan, au niveau de l'Abbé et au niveau de la région administrative de Kindia. Mais à côté, comme nous sommes un pays qui a aussi un certain nombre de standards, mais également de la diaspora, dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements, les 4 composantes que nous avons une composante désormais qui est réservée uniquement à la diaspora, qui permettra désormais à quelqu'un, à un Guinéen qui vit en France, de pouvoir acquérir le foncier avec toute la documentation requise à travers une banque de la place, de l'acheter, mais également solliciter des services du ministère de l'Habitat de suivre la construction jusqu'à la réalisation du chantier et mettre à disposition de la banque, où le citoyen guinéen qui est de la diaspora, qui est installé quelque part, il pourra payer dans cette banque et pouvoir bénéficier de cela. Comme je le disais, ce qui est fait pendant les 3 ans, on n'est pas à l'heure du bilan, mais ce qui est fait est assez élevé. Mais sauf que l'existant qui était là est assez minime pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui ce qui a été fait. D'accord, monsieur Mateva. Oui, monsieur le ministre, en restant toujours dans votre domaine, récemment, on vous a vu quand même taper le point sur la table concernant les DPM, notamment sur cette supposée vente de parcelles dans les îles de Losc et à Kassa. Vous avez justement dit, entre autres, que les auteurs et les complices seront poursuivis en justice, tout ce qui s'en suit. Est-ce que, justement, cette décision ou cette mesure, elle est juste dissuasive, ou bien, aujourd'hui, au sein du département, il y a des mécanismes pour faire de cette décision une réalité? Et je ne suis pas ministre de l'Action sociale pour faire la dissuasion. Je suis ministre de l'Urbanisme qui sanctionne lorsque les textes sont violés. Le communiqué qui a été passé est très clair. Les DPM restent des propriétés de l'État guinéen. Les populations autochtones qui sont installées là-dessus, ils ont un droit de propriété là-dessus. Mais sauf que face à eux, l'État a un droit de préemption. Cela voudra dire quoi? Il ne peut pas vendre à tierce personne. C'est seulement l'État qui peut racheter. Maintenant, à côté, l'État a des réserves foncières sur les îles de Losc et Kassa et sur d'autres DPM. Aujourd'hui, plusieurs entreprises qui se font appeler entreprises immobilières se donnent le plaisir de revendre du foncier dans ces localités. Comme l'un de nos rôles aussi est de permettre aux citoyens
de faire des investissements sûrs et sécurisés, lorsqu'on constate que des citoyens sont en train de faire une ruée vers une localité pour faire des investissements, et nous savons que ces investissements-là ne sont pas sécurisés, ce ne sont pas des investissements sûrs, au lieu d'attendre demain, venir déposséder M. Caleb Collier de sa villa qu'il va construire aux îles de Los ou à Rome, dire que c'est un domaine de l'État, donc c'est de la spoliation qu'il a fait, il faut plutôt informer M. Caleb Collier à travers un communiqué clair que lorsqu'il investit son argent là-bas, c'est un domaine de l'État, il ne peut bénéficier que d'un contrat de bail avec le ministère en charge des fonciers, donc le ministère de l'Habitat, mais qu'il ne peut pas avoir une propriété foncière exclusive sur le foncier des îles de Los et de Cassa. Donc le communiqué c'est dans ce sens. Maintenant, nous avons mis en place une équipe au niveau de l'inspection générale pour voir est-ce que les personnes aujourd'hui qui ont fait des investissements, ils ont des documents délivrés par des autorités. Si nous nous rendons compte qu'une autorité communale, préfectorale ou régionale quelconque s'est permis de donner un document de propriété, la personne aura affaire au service de la justice. L'agent judiciaire de l'État portera plainte au nom du ministère de l'Habitat contre ces individus qui vont être trimballés devant les cours des tribunaux pour répondre de leur forfaiture, parce que de tout compte fait, les textes sont très clairs, les DPM restent des domaines qui sont des propriétés exclusives de l'État. Bien, voilà, Monsieur le ministre, par rapport aux logements sociaux, vous avez dit qu'il y avait près de 700 logements qui étaient déjà prêts. Quels sont les critères? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on constate aussi que ce sont les personnes qui ne sont pas dans le besoin qui vont en bénéficier. Ensuite, tout dernièrement, on a appris la création d'une nouvelle ville vers Lambagny. Qu'en est-il réellement? Oui, sur la question de logements sociaux, les critères, hors de ce plateau, je vais vous inviter à passer au niveau de l'agence guinéenne de financement de logement à Guifil. Et vous aurez d'amples informations sur les critères et les conditionnalités d'acquisition de ces logements. Mais je peux vous rassurer que les critères et les conditionnalités sont très clairs et tout citoyen guinéen qui respecte ces critères peut souscrire pour l'acquisition de ces logements. Et ça, c'est d'une part. Par rapport à la question de nouvelles villes, comme vous le savez, à notre arrivée, nous avons trouvé assez de désordre sur la gestion des fonciers. Donc nous sommes en train aujourd'hui de construire des partenariats stratégiques avec des partenaires qui ont de l'argent. Parce que ce qui est aussi réel en Guinée, c'est l'hypothèque foncière. Les gens viennent, ils signent des conventions avec l'État sur 100 hectares pour dire que nous allons créer une nouvelle ville. Au bout de 3 ans, 5 ans, rien n'est fait. Ça empêche non seulement l'État de faire face à la demande d'un opérateur immobilier, et l'opérateur immobilier qui a bénéficié de la convention de réalisation également a d'une peine à mobiliser de l'argent. C'est pourquoi nous avons donné comme règle, désormais nous nous engagerons avec un opérateur immobilier que lorsque vous avez au minimum les 40% du coût d'investissement du projet que vous comptez à faire. C'est pourquoi la semaine surpassée, nous étions avec l'entreprise Mar Grandioso qui a réalisé Plaza Diamond, qui a presque à terme de l'élaboration et la conception de son projet. Ils sont passés, nous avons discuté. Nous sommes dans la phase de finalisation de l'étude d'impact environnemental social avec l'administration guinéenne de contrôle des grands projets. Et l'étude là nous permettra de savoir est-ce que les types de bâtiments que l'entreprise Mar Grandioso se propose de réaliser sur ce site, en fonction de l'environnement, du climat et de la zone, est-ce que ces bâtiments peuvent être réalisés. Une fois que cela y est, nous avons une réserve de 650 hectares, la nouvelle ville sera installée. Une autoroute déjà, on a commencé les études, ils feront pour un début une autoroute qui quittera du Carrefour à partir du rond-point de la station TMI, qui rentre, ils feront une route 2x2 jusqu'au niveau de la zone de démarrage du projet, et progressivement la même route continuera jusqu'au niveau de Tayaki, histoire aussi de désengorger la circulation sur la corniche de Lambagny, mais également sur l'autoroute Le Prince. Mais aujourd'hui, l'idée de création de cette nouvelle ville est d'offrir en réalité une certaine sécurité foncière, parce que tous ceux qui viendront s'installer dans cette zone à terme bénéficieront de tout ce qui est documentation, de tout ce qui est légalité, et une façon d'inciter d'autres personnes à pouvoir faire des installations en dehors de Conakry sur d'autres sites qui sont exemples de tout ce qui peut être lié à la question de spoliation ou des conflits. C'est un peu à l'image de Ouaga 2000, oui. Oui, peut-être je me tourne vers le ministre de la Justice. De la Justice. Oui, d'accord. Monsieur le ministre, ce procès, considéré par beaucoup comme étant un procès historique, il y a eu en amont et en aval des acteurs qui ont participé, qui ont fait un travail extraordinaire. Est-ce qu'au sein finalement du département, aujourd'hui, vous pensez à mettre en lumière
toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont travaillé pour la réussite du procès des événements douloureux du 28 septembre. Merci. D'abord, ce procès a permis au peuple de Guinée et à l'opinion internationale qu'il y a des magistrats de qualité dans ce pays, qu'il y a des avocats de qualité dans ce pays. Parce que, comme je l'ai annoncé au tout début, le doute quant à la tenue de ce procès était de deux niveaux. Qu'il y a des journalistes de qualité aussi dans ce pays. Évidemment, je l'avais dit, mon ami, vous faites bien de me le rappeler, j'avais mis l'accent dessus par ailleurs. Donc, on doutait d'abord de la volonté politique, mais surtout de la capacité des acteurs pour tenir un tel procès. Au point que d'autres esprits regardaient déjà du côté de la CPI pour s'emparer de ce dossier. Le premier défi, c'était la volonté politique. Ça a été relevé de la plus belle des manières. Le second défi, c'est justement la qualité des hommes, la qualité des magistrats, des avocats, des greffiers, de la presse, puisque je vois votre regard très appuyé sur moi, de la presse également. Les hommes qui ont animé ce procès, commencé par le président Tunkara. Voilà un jeune qui a été une véritable découverte sur le plan national et sur le plan international. Nous le connaissions déjà. Il a tenu ce procès en véritable magistrat du siège. Personne n'a pu déceler, à travers ses gestes, à travers son visage, un quelconque geste d'approbation ou de désapprobation. Il n'a jamais souri quand tout le monde riait. Il est resté serein. Il a revêtu le caractère du véritable magistrat du siège, une sérénité parfaite. On ne peut pas demander plus à un juge du siège. Seulement qu'il a passé outre le transport judiciaire pour les charniers. C'est de son impérium. Voilà. C'est le juge qui sait qu'est-ce qu'il recherche à travers un acte qu'il doit poser ou qu'il veut poser. Si cet acte ne répond pas à ce qu'il est en train de rechercher, il peut passer outre. D'accord, vous pouvez continuer. On ne le lui impose pas. Bien. Oui. Monsieur le ministre, l'autre question qui revient un peu, c'est sur les infrastructures du ministère de la Justice. Dans certains tribunaux à l'intérieur du pays, constate que les infrastructures ne répondent pas aux normes. Mais l'autre question, c'est qu'à un moment, avant votre arrivée à la tête de ce département, votre ministère était devenu un ministère d'injonction. Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre fin tous les jours à des injonctions? Aujourd'hui, on n'entend plus injonction, injonction. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Bien. D'abord, le premier volet de votre question, les infrastructures. J'ai tout de suite rapidement dit que la maison centrale de Conakry a été construite en 1932 pour une population carcérale n'excédant pas 3 personnes. Ça n'a pas évolué. Ça n'a jamais évolué. Alors que, en termes de démographie, la ville de Conakry seulement s'agrandissait. À l'heure où je vous parle, jetez coup d'œil un peu à l'intérieur de la maison centrale. Vous verrez des bâtiments qui ont poussé sous terre. Par rapport donc aux injonctions dont vous faites état entre griffes, chaque ministre a son style de gouvernance. À ma prise de fonction, j'ai annoncé au peuple de Guinée que la justice doit sortir de la rue, que la justice doit sortir des réseaux sociaux. Oui. Je me suis employé à cela sans en faire une publicité tapageuse. J'avoue que vous avez réussi dans ce sens. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette reconnaissance. Oui. Nous posons des actes. Nous amenons tout le monde, à commencer par vous de la presse, à en parler à notre place. Donc, les injonctions dont vous faites état, à mon sens, participaient beaucoup plus au populisme qu'à une véritable, comment je vais appeler ça, à une véritable stratégie pour obtenir des résultats concrets. Parce que quand les injonctions sont plus nombreuses
que les orientations, que les directives, ça instaure un climat de méfiance, un climat de paix, ce qui écorche sérieusement la sérénité du travail que nous devons abattre. Bien. Alors, monsieur le ministre, il va falloir qu'on se quitte très bientôt. D'ici là, justement, vous êtes le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Par rapport à ces deux axes fondamentaux, justement, de la transition, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos priorités en termes de préoccupation dans l'immédiat? Bien. Et qui vont constituer également, justement, votre dernier mot par rapport. Merci. Effectivement, je ne suis pas que ministre de la Justice, je suis aussi ministre des Droits de l'Homme. Sur la matière des droits de l'homme, j'y veille sérieusement parce que au classement périodique à l'EPU, la Guinée doit pouvoir gagner des points par sa gouvernance en matière de droits de l'homme. Nous avons commencé d'abord par avoir un regard appuyé sur des questions de détention, de longue détention provisoire. Aujourd'hui, et j'y veille déçu, des instructions fermes sont données dans les juridictions en ce qui concerne la diligence entre griffes dans l'examen des procédures. Sur la question, monsieur le ministre, une détention prolongée, irrégulière, donne lieu à des réparations. Absolument. Est-ce que vous y avez pensé? Parce qu'on a vu des cas, et vous-même vous venez de dire que vous en avez décelé. On en a décelé. On La est dans première l'administration mesure, de la justice, la première pour tous. mesure corrective, c'est d'y mettre fin immédiatement. D'accord. La deuxième mesure que vous évoquez appartient à celui-là qui a subi cette longue détention. Rester en justice. Rester en justice. Bien. Vous ne verrez pas un ministre de la Justice qui va rester à sa place. D'accord. Que cela soit clair. Donc, j'y veille dessus, c'est-à-dire la tenue régulière des audiences et empêcher des renvois intempestifs dans l'examen des dossiers, c'est-à-dire pas plus de 3 renvois dans un dossier informé. En matière de flagrant délit, que l'audience se tienne tout de suite ou au plus tard le lendemain, comme l'exigent les textes. J'y veille toujours, en matière de droits de l'homme, sur l'hygiène à l'intérieur de nos lieux de détention. J'y veille sur la sécurité de la santé de la population carcérale. Je veille jusqu'à vérifier les dates de péremption des médicaments qui sont destinés aux détenus. Et parce que souvent, nous recevons quelquefois des médicaments au titre de l'aide, mais à y voir de près, c'est des médicaments proches de la péremption. Et si tel est le cas, tout le lot, j'empêche que tout le lot soit utilisé pour que ce lot soit remplacé par des médicaments avec des dates de péremption assez longues. La nourriture, je vais jusqu'à vérifier dans le magasin de la cuisine. Quelquefois, je l'ai fait par plus d'une fois, plus de 2 fois, je me fais servir le repas qu'on donne aux détenus. Envoyez-moi un plat. Je m'assois, je mange pour tout juste voir la qualité de ce qui est donné à nos concitoyens. Voici un peu sur les questions de droits de l'homme, ce qui retient actuellement mon attention. Donc, et aussi sur le plan infrastructurel, nous sommes en train de concevoir des projets de construction avec ma direction des infrastructures. Bientôt, nous allons procéder au lancement des appels d'offres pour les maisons d'arrêt et de correction à l'intérieur du pays, ne serait-ce que pour un départ dans les capitales régionales. Bien. Alors, monsieur le ministre, également les axes prioritaires, justement, dans votre département actuellement, avant de nous quitter. Oui, et comme je le disais, comme axe prioritaire, c'est surtout la dématérialisation de tout ce qui est processus d'acquisition du foncier. Au XXIe siècle, on ne peut plus continuer à offrir un service sur la base du papier. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour rendre tout le système digital, dématérialiser complètement le processus d'acquisition et de gestion du foncier, de l'habitat, de la construction et du logement dans le pays. Aujourd'hui, sur la question de construction, le processus est complètement bouclé. On a aujourd'hui la possibilité de faire tout le processus en ligne pour l'acquisition d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis de modification d'une construction. Les autres volets vont suivre également. L'autre priorité, c'est tout ce qui est lié à la gouvernance et à la sécurité foncière. Qui parle de gouvernance et de la sécurité foncière parle de la gestion
primaire des terres, de l'établissement du plan de marche jusqu'au niveau des titres fonciers. Et dans les jours et les mois à venir, nous allons présenter les cartes sous forme de cartes visa électroniques et des titres fonciers qui vont désormais servir de documents de propriété du foncier par le de Guinée. Pour finir, c'est vraiment le lieu pour moi de remercier l'ensemble des animateurs de ce plateau, l'équipe de la RTG, mais également la synergie des radios et télévisions de Guinée, mais également rendre un hommage à nos voyants forces de défense et de sécurité qui ont quand même eu le courage le 5 septembre d'atténuer la souffrance du peuple de Guinée qui ne savait plus à quoi se vouer et continuer à prier pour les martyrs qui sont tombés ce jour à tous les niveaux. Je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, nous avons reçu ici même en exclusivité par rapport à ce 5 septembre, fondamentalement deux ministres de la République vont debout justement pour la restauration de l'autorité de l'État. Il s'agit du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Mori Kondé, justement, qui est revenu sur la promotion des valeurs en ce qui concerne aujourd'hui, n'est-ce pas, la construction des routes, la restauration justement des populations en matière de bons logements sociaux, la récupération des biens. En tout cas, quelqu'un a dit que ouvrir une route vaut mieux que construire une école. À vous, merci d'être venu dans cette émission exclusivement justement bâtie autour du 5 septembre. Monsieur le ministre de Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, merci d'être venu dans cette émission Justice et Démocratie. Et dans cette émission spéciale, vous avez évoqué fondamentalement les grands pas, les grandes orientations de la justice guinéenne. Quelqu'un a dit qu'à défaut, n'est-ce pas, de croire en Dieu, il faut croire en la justice et vous y trouverez Dieu. Merci à vous deux d'être venus dans ce spécial. Merci à mes confrères d'être venus justement pour nous accompagner dans ce plateau. Il s'agit de M. Mamadou Mateba de l'organe Nostalgie, M. Caleb Kolé justement de l'organe Familia, effectivement, et M. Hamzaba, directeur général de la radio Nostalgie. D'accord, directeur général de la radio Nostalgie. Donc, trois journalistes, deux invités, un animateur. Merci à tout le monde et bon anniversaire aux forces armées de Guinée avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya.